Il se sentait coupable au point de se dire qu'il méritait la mort. Sans hésiter, il braqua son arme sur lui-même. La raison? Il avait accidentellement causé la mort de ses 3 enfants la veille. 2 policiers, avec un regard empreint de compassion, prenaient sa déposition, tandis que l'homme en face d'eux racontait en détail le tragique événement de la nuit précédente. Il avait passé la soirée avec des amis, bien tard, et sa femme, mécontente, avait tenté de les faire partir sous prétexte que les enfants dormaient. Mais lui, insouciant, ne voulait pas quitter l'ambiance joyeuse. Après avoir vidé la bouteille, il ajouta quelques bûches au poêle et partit en hâte au supermarché acheter plus de boissons. Sur le chemin, il doutait s'il avait bien refermé le panneau du poêle, mais il préféra se dire que ce n'était pas grave. À son retour, il fut frappé de stupeur, une grande flamme avait ravagé sa maison. Ce n'est que le lendemain que l'incendie fut maîtrisé. Les pompiers sortirent 2 sacs noirs du débris, dans lesquels se trouvaient ses 2 filles bien-aimées, tandis que son plus jeune fils avait été englouti par les flammes, son corps réduit en cendres. Sa femme, dévastée, pleurait à en déchirer le cœur avant de s'effondrer, victime d'une crise de larmes et d'asphyxie, emportée en urgence à l'hôpital. Après avoir raconté son histoire, il resta silencieux, attendant son jugement. Les policiers, au lieu de le condamner, lui offrirent des mots réconfortants, lui conseillant de se remettre de son chagrin. Oublier d'éteindre le feu n'était pas un crime, lui assurèrent-ils. Ils avaient même prévu un véhicule pour le ramener chez lui. Mais ces gestes de compassion ne firent qu'accroître sa douleur. Il ressentait le besoin d'être puni pour son erreur, même si cela signifiait sa mort. Pourquoi avait-il échappé à la punition légitime de la loi? Il se sentait comme un criminel qui s'en sortait indûment. Dans un moment d'impulsion, il s'empara de l'arme d'un policier et la tourna contre lui, mais dans sa panique, il oublia de sécuriser l'arme, et les policiers, accourus, le maîtrisèrent avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Cet incendie avait non seulement détruit sa maison, mais aussi son mariage. Il décida de quitter la douleur de Manchester pour s'installer seul à Boston, dans un sous-sol sombre. Là, il s'occupait des tâches quotidiennes de la communauté, sans se laisser jamais décourager par la monotonie. Mais malgré son travail acharné, il ne recevait que peu de reconnaissance, car son visage affichait toujours une expression froide, une indifférence profonde née de son âme brisée. Qui pourrait comprendre ses luttes intérieures? La tragédie de la nuit fatidique avait laissé une cicatrice profonde en lui. Il s'efforçait de travailler, mais les ténèbres de son passé ne le quittaient jamais. Le temps seul semblait pouvoir apaiser sa souffrance, mais il se sentait déjà dépouillé de son humanité. Lorsqu'une jolie fille lui adressait la parole, il restait de marbre, et quand 2 hommes parlaient entre eux, il pensait qu'ils le critiquaient, et n'hésita pas à les attaquer violemment. Les soirées, il les passait seul, dans ce sous-sol, à écouter les bruits du téléviseur, plongé dans ses pensées, avant de sombrer dans un sommeil lourd, bercé par le tumulte. Il s'était habitué à cette vie d'ombre, jusqu'à ce qu'un appel vienne briser ce calme mortel. C'était l'hôpital de Manchester, qui lui annonçait que son frère était gravement malade et qu'il ne lui restait que peu de temps. Pris de panique, il prit la route en urgence, traversant de nombreuses routes et ponts, pour finalement arriver à l'hôpital. Mais lorsqu'il franchit la porte froide, il apprit que son frère était déjà décédé. Il n'avait pas pu arriver à temps pour lui dire au revoir. Bien qu'il fût attristé, une fois de plus, il recouvra rapidement sa froideur et partit sans un mot, le cœur lourd, avant de se rendre à l'école chercher son neveu, qui ignorait tout de la situation. Mais sur le terrain de hockey, son neveu, normalement calme, se lança violemment contre un adversaire, avant que les deux ne se battent. L'entraîneur s'interposa rapidement, mais le neveu, dans un accès de colère, proféra des insultes, montrant un comportement des plus rebelles. Tout cela venait du fait qu'il avait vu son oncle, et dans son esprit, cette rencontre avait fait surgir un tourbillon de sentiments perturbés. L'apparition de Lee signifiait souvent que quelque chose était arrivé à son père. C'est pourquoi, lorsqu'il vit Lee, une peur et une anxiété intenses se réveillèrent en lui, le rendant incapable de contrôler ses émotions. Lorsque son neveu fut conduit à l'hôpital, il jeta simplement un regard rapide sur son père décédé avant de tourner les talons et de partir. Peut-être que son neveu n'avait tout simplement pas d'amour pour son père. Lorsque la nuit tomba, son neveu invita quelques amis à la maison, et la pièce se remplit de rire et de joie, éclatant le silence de manière presque palpable. Lee assuma les responsabilités d'un adulte et commanda des pizzas, tandis qu'il choisit de se retirer dans un coin, mangeant en silence un morceau de pain sec. Après son repas, il se dirigea vers sa chambre, se coupant du monde bruyant autour de lui pour s'enfermer dans sa solitude et sa douleur.
Quelques heures plus tard, son neveu, hésitant, lui demanda s'il pouvait laisser une fille rester chez eux. Cette question soudaine le surprit un instant, une expression de stupeur traversant brièvement ses yeux. Lee resta silencieux un moment, avant de répondre qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Après tout, que pouvait-il dire? Lui qui venait de perdre ses enfants, son frère et son mariage. Que restait-il à décider? Le destin l'avait précipité dans un gouffre qu'il ne pouvait contrôler, et il se sentait comme un agneau égaré, prêt à accepter que tout se déroule comme il le fallait autour de lui. En lui, il n'y avait plus que des blessures ouvertes et des nœuds impossibles à défaire. Le lendemain, l'avocat de son frère lui transmit les dernières volontés de ce dernier, désignant Lee comme tuteur de son neveu et lui transférant l'ensemble de l'héritage. Plus étonnant encore, son frère avait prévu pour lui des fonds pour déménager, espérant qu'il reviendrait à Manchester pour recommencer une nouvelle vie. Lee était confus, ne comprenant pas pourquoi son frère l'avait choisi pour être le tuteur, lui qui savait qu'il n'était pas capable de s'occuper de qui que ce soit. Accepter la perte d'un être cher est une épreuve de la vie, pensa-t-il. Finalement, bien qu'il fût réticent, Lee assuma la responsabilité de la garde de son neveu. Dans l'héritage, il y avait aussi un bateau, mais celui-ci ne lui servait à rien. Il décida donc de demander à un ami de son frère, Joe, de l'aider à le vendre. Après tout, une fois le semestre scolaire de son neveu terminé, il reviendrait à Boston, et le bateau ne serait plus qu'un fardeau inutile. À quoi bon un bateau s'il n'y a personne pour l'utiliser? À quoi bon avoir quoi que ce soit, si tout est fini? Joe, de son côté, proposa que son neveu vienne passer le week-end chez lui, ce qui offrit à Lee une lueur d'espoir. Il demanda avec empressement si Joe accepterait d'adopter son neveu, mais hélas, la famille de Joe était déjà nombreuse et il ne pouvait plus s'occuper d'un enfant supplémentaire. Le neveu, pour sa part, n'était pas enthousiaste à l'idée de déménager à Boston, car il y avait déjà ses amis, sa bande de musique préférée, et même ses 2 petites amies. Il ne comprenait pas pourquoi son oncle Lee insistait tant pour revenir à Boston au lieu de rester à Manchester. L'hiver rendait le sol aussi dur que du fer, et le corps de son frère ne pouvait que patienter jusqu'au printemps pour être enterré dignement. En attendant, il reposait dans la chambre froide, loin des yeux du monde. Une nuit, alors que le neveu ouvrait le réfrigérateur, il fit accidentellement tomber un poulet congelé. En essayant de le remettre en place, une douleur soudaine lui étreignit le cœur, et ses doigts tremblants n'arrivaient pas à refermer la porte du réfrigérateur. Le froid du poulet lui rappela la froideur de son père dans la chambre froide, ce corps autrefois si chaud et familier, maintenant réduit à une simple mémoire glacée. Il perdit tout contrôle et se mit à pleurer abondamment, jusqu'à ce que Lee arrive pour le consoler. Parfois, nos émotions sont déclenchées par des choses simples et apparemment insignifiantes, comme une porte de réfrigérateur qui ne se ferme pas ou un orteil qui heurte accidentellement le coin d'une table. Ou peut-être que c'est lorsqu'on ne parvient pas à trouver un objet qu'on voulait emporter en sortant. Ces instants apparemment banals peuvent parfois faire surgir des vagues émotionnelles en nous, nous submergeant de larmes qu'on ne peut retenir. De l'extérieur, ces petites choses semblent sans importance, et certains pourraient penser que nous exagérons, mais seuls nous savons quels sentiments et quelles histoires se cachent derrière ces larmes. Le lendemain, il se réveilla dans la chambre de son frère et se percha à la fenêtre, perdu dans ses pensées. La côte de Manchester, calme comme toujours, semblait inchangée. Pourtant, même une pluie douce et tranquille peut tremper un être tout entier. Soudainement, le verre se brisa et sa main fut profondément coupée. Lors du repas, le neveu aperçut la main blessée de Lee, les bandages serrés et le sang qui s'en échappait. Ce silence en disait long sur la douleur de l'oncle, et quelque chose de mystérieusement résonna dans le cœur du neveu. Il semblait comprendre, à travers cette blessure visible, la souffrance intérieure de Lee, ses luttes internes. Il comprenait maintenant que la douleur ne se limitait pas à lui seul. Lors de l'enterrement solennel de son frère, le neveu prit en charge la cérémonie avec une maturité étonnante pour son âge, accueillant chaque invité avec calme et assurance. À cet instant, il était devenu le pilier de la famille. En revanche, Lee se tenait à l'écart, maladroit et passif, répondant distraitement aux salutations des proches. Son visage restait figé, comme un masque d'indifférence. Ce silence fut brisé par l'arrivée de son ex-femme et de son mari actuel. Dans les bras de l'autre, Lee resta impassible, tandis qu'elle pleurait abondamment. Après la cérémonie, il croisa son ex-femme dans la rue, qui lui montra son petit garçon. Lee tenta de garder son calme, mais ses mots trahissaient une distance émotionnelle qu'il ne pouvait dissimuler. Il ressentit une panique inexplicable, une envie de fuir cet espace oppressant.
Mais son ex-femme semblait vouloir parler. Mon cœur est brisé, il le sera toujours. Je sais que le tien aussi est brisé, mais je ne veux pas l'emporter avec moi. Tu devrais m'aider. Quant à la lettre que je t'ai envoyée. Je suis vraiment désolé. Je t'aime. Au bord de l'effondrement émotionnel, Lee finit par fuir cette scène suffocante. Il se réfugia dans un bar, cherchant à anesthésier sa douleur avec de l'alcool, espérant ainsi oublier. Mais l'alcool, au lieu de calmer sa douleur, déclencha une altercation. Heureusement, Joe arriva à temps pour le maîtriser et le ramener chez lui afin de soigner ses blessures. C'est là qu'il pleura enfin, sans savoir pourquoi. Cela semblait être à cause du début d'une nouvelle vie pour son ex-femme, qui lui apportait une perte inexplicable. Peut-être était-ce la profonde nostalgie de ses enfants décédés, dont l'amour paternel semblait avoir été tranché à chaque étape, laissant derrière lui une douleur éternelle. Ou peut-être était-ce la mort de son frère qui ravivait des vagues de tristesse dans son cœur. Ce lien fraternel, désormais réduit à la poussière des souvenirs, avait emporté une grande partie de son cœur, laissé vide et hurlant, un cri silencieux porté par le vent glacé. Cette soudaine explosion de pleurs semblait être une douleur contenue, un cri sans voix venu des profondeurs de son être. À ce moment-là, il n'était plus ce homme fort, mais une âme perdue dans l'immensité de la tristesse, sans direction. De retour chez lui, Lee tenta de se nourrir d'une soupe de tomates, mais la fatigue physique et l'effet de l'alcool rendaient son esprit flou. À la fin, il oublia de couper le feu, et une odeur de brûlé emplit la petite cuisine. Dans son état confus, il eut l'impression de voir ses 2 filles disparues dans l'incendie. Il se réveilla soudainement, paniqué, en constatant que sa maison était remplie de fumée. Il courut précipitamment dans la cuisine pour éteindre le gaz, un sentiment de panique envahissant son esprit. Il craignait que le tragique incendie ne se répète, qu'il ne cause à nouveau de la douleur à son neveu par sa négligence. Après cela, il prit la décision de rencontrer Joe et de discuter sérieusement de la garde de son neveu. Il exprima sa profonde impuissance, avouant qu'il n'était pas capable de prendre soin de qui que ce soit, encore moins d'un enfant en pleine croissance. Il espérait sincèrement que Joe puisse prendre en charge son neveu. À son retour à la maison, Lee annonça sa décision à son neveu, lui expliquant que Joe avait accepté de devenir son tuteur, et que tous les biens de son père seraient transférés à Joe. Ainsi, il pourrait rester à Manchester et ne pas avoir à le suivre à Boston. Bientôt, le printemps arriva, et le sol gelé se mit à fondre. Le corps de son frère fut enfin enterré en paix. Dans ce printemps, il se reposa dans la terre, accueillant la tranquillité de son dernier repos, tandis que Lee devait continuer à vivre. Il entreprit son voyage de retour à Boston. À présent, sa vie était devenue plus simple, il n'avait plus à s'occuper que de l'entretien des systèmes d'eau et d'électricité dans 2 bâtiments, mais au fond de lui, il ne semblait pas pour autant plus léger. Il continuait à afficher une expression de mécontentement, et face aux habitants, il répondait de manière distraite et évasive. Son attitude irritait les résidents, mais certains parvenaient à comprendre, ne serait-ce qu'un instant, la douleur et la lutte qu'il portait en lui. Peut-être qu'à force de tenter de se guérir, il parviendrait à sortir de l'ombre, mais cela restait extrêmement difficile. On dit que le temps est le remède qui guérit tout, que sa lente écoulement peut progressivement estomper les cicatrices du cœur. Cependant, cette médecine porte une illusion trompeuse, poussant les gens à désirer qu'elle efface tous les souvenirs douloureux. Mais la véritable souffrance est comme un tatouage gravé dans les os, et même avec le passage du temps, elle ne disparaîtra jamais. Après des luttes et des douleurs, nous finirons par réaliser que ce que le temps nous offre n'est qu'un réconfort temporaire. Les souvenirs que nous essayons désespérément d'oublier restent bien ancrés, solides comme des racines, au fond de notre cœur. Lorsque nous essayons de nager à contre-courant dans le flot du temps, de faire face courageusement à nos peurs, les souvenirs que nous avons fuis dans le passé reviennent comme une marée, submergeant totalement notre être, nous noyant dans un océan sans fin de remémoration. Le printemps était déjà arrivé, mais le vent de la mer de Manchester restait glacé, coupant comme une lame, pénétrant profondément dans ses blessures non guéries, amplifiant encore davantage l'étreinte de la douleur intérieure. Malgré les nombreuses personnes qui lui disaient que d'oublier d'éteindre le four n'était pas un péché impardonnable, il ne pouvait se détacher de la culpabilité, car dans ce monde, il n'est pas donné à tout le monde de se réconcilier facilement avec soi-même. Chacun a le droit de ne pas se pardonner. Il avait bien tenté de lutter, mais peu importe combien il s'efforçait, la douleur finissait toujours par l'entraîner à nouveau dans l'obscurité, le plongeant dans un abîme sans fond, où il endurait à nouveau une souffrance infinie, comme une torture interminable. Si cette vidéo vous a plu,
n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Votre soutien est précieux et nous aide à grandir chaque jour. À très bientôt pour de nouvelles aventures.